Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonsoir, bonsoir Nabou. Bonjour, bonjour Thérèse. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci de vous installer confortablement. Nous allons bientôt commencer le temps que Thérèse finisse de chasser tous ses enfants. Exactement. Elle n'a pas réussi, nous l'en saurons plus pendant, pendant ce live. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente de t'accueillir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de hasard, je pense, dans la vie. Et honnêtement, j'ai découvert d'ailleurs qu'on est presque voisines. Et voilà, donc, à Donadal, moi non. Donc, voilà, je te voyais sur les réseaux sans te connaître. Exactement. Et les choses ont fait qu'on a été connectés de fil en aiguille. Et vraiment, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va très bien, Nabou. Et puis, le plaisir est partagé, franchement. Moi aussi, je suis depuis quelques années déjà des choses extraordinaires, merveilleuses que tu fais. Et je ne savais pas qu'un jour, je ferais partie de ce lot de femmes entrepreneurs qui travaillent avec toi, en tout cas, que tu boostes, à qui tu donnes la force d'aller encore plus de l'avant. Donc, je te remercie. Et voilà, j'espère que tout le monde est là pour nous soutenir aussi. Et puis, écouter un peu les délires de la maman, comme on m'appelle ici, maman agripreneur. Non, mais tu sais, moi, j'ai l'habitude de dire aussi que franchement, en fait, c'est vous finalement qui nous boostez, c'est vous, en fait, ces entrepreneurs qui êtes sur le terrain, qui font des choses extraordinaires, qui est vraiment le moteur de, en tout cas, moi, personnellement, ce que je fais tous les jours. Et en ça, on n'a pas, comme on dit, j'ai pas de traduction, Amunusen Faye. Et voilà, moi aussi, je suis très fière de te recevoir aujourd'hui. Alors, je rappelle juste qu'on est ensemble aujourd'hui dans le cadre du programme She Means Business, qui est un programme de Facebook lancé pour soutenir les PME et les femmes entrepreneurs partout dans le monde, déployé dans beaucoup de pays et aujourd'hui présent en Afrique francophone et pour la première fois, en commençant par le Sénégal pour la première fois. Donc, nous avons eu vraiment beaucoup de plaisir à animer en fait cette première édition durant les derniers mois de l'année dernière 2020 et on revient cette année en 2021 pour continuer justement à soutenir les femmes entrepreneurs à travers ce programme, à développer, comment dire, leurs compétences et leurs capacités, mais surtout en fait à créer cette communauté de femmes entrepreneurs qui se soutiennent les unes et les autres. Donc vraiment, c'était... je suis très contente de pouvoir renouveler ce programme cette année et qui me permet, moi, à titre personnel, de rencontrer vraiment des femmes extraordinaires qui sont extrêmement inspirantes comme toi, Thérèse, aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a compris que tu es maman parce que tu n'as pas réussi à les chasser. Donc, c'est très bien. Tu peux même s'installer à côté de toi. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux venir s'installer à côté de toi, ça ne me dérange pas. Alors, ça fait partie maintenant de notre... t'inquiète. Voilà. Et puis, ça fait partie finalement aujourd'hui de cette normalité, de cette nouvelle normalité que nous avons. Et il n'y a pas de souci. Donc, Thérèse, toi, en fait, on va déjà parler de ton parcours, mais je pense que je vais te laisser en parler parce que c'est quand même quelque chose et je veux que ça sorte de ta bouche. Je n'ai pas envie de te présenter en mode tu as fait ça, tu as fait ça. Je veux que tu sois en mode, on est le dernier jour en fait du mois de mars, je veux que tu sois en mode man ma def li, man ma def lé, etc. Parce que franchement, voilà, il faut à un moment donné s'auto-célébrer. Donc, parle-nous un peu de toi. Quel est ton parcours, par où tu es passé, quel est ton cursus? D'accord, merci beaucoup Nabou. Et encore merci à She Means Business, merci franchement à Facebook. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des ressources extraordinaires qu'on peut tirer de Facebook. Et je profite justement avant de parler de moi, de l'opportunité pour remercier vraiment le programme et puis toi qui le met en œuvre en Afrique francophone. J'ai du mal un peu à me célébrer, c'est ce qu'on me reproche tout le temps. On me dit low profile, tu adoptes toujours un truc de tu vas à la... Voilà. Mais ce que je peux dire en résumé, c'est que je suis un pur produit de l'école sénégalaise. J'ai fait toutes mes études du primaire à la maîtrise 1, maîtrise 2 au Sénégal.
et dans le public. Donc, je suis fille d'enseignant, donc j'ai fait mes écoles primaires d'abord à Fatick, ensuite tout le reste de mon cursus jusqu'au bac, c'était au lycée Malick Sy de Thiès, donc je suis thiessoise de cœur et d'éducation. Et puis ensuite, j'ai fait l'université Gaston Berger, une première maîtrise en anglais, donc spécialisation en linguistique anglaise. Ensuite, j'ai travaillé avec l'IRD, ça c'était mon premier poste, donc comme assistante de recherche en anthropologie médicale, parce que ça se rapprochait beaucoup plus de ce que j'avais fait en sociolinguistique. Et donc, c'est de là que j'ai pris goût à tout ce qui était santé, santé de la reproduction, parce que je travaillais dans un programme qui s'appelait donc programme Mamokwa, donc c'était un programme qui était dans la zone de Fatick, Niaha, donc sur la mortalité maternelle. C'est de là que j'ai pris le goût donc, à tout ce qui était santé, santé maternelle, néonatale et infantile, et j'ai décidé en 2003, parallèlement à mon travail de coordonnatrice donc, de recherche, à faire une maîtrise en population, développement et santé de la reproduction donc à l'Université de Dakar. Donc, ça faisait la deuxième maîtrise que je prenais. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans diverses organisations et consultantes. Et puis, j'ai eu une bourse donc, de l'USAID, l'Afrique régionale, avec l'OAS, pour aller faire un internship professionnel donc, entre le Ghana et le Burkina Faso. Et finalement, j'ai fait un troisième cycle, un petit diplôme de troisième cycle, donc en santé publique, gestion de programme de santé publique. Un petit, j'ai dit aujourd'hui tout auto-célèbre, donc rien n'est petit. Hein? On est d'accord, on recommence. Ok, donc un grand diplôme au troisième cycle en gestion de programme de santé publique. Et ma carrière est partie de là-bas parce que j'ai d'abord occupé un poste adjointe au représentant résident santé, donc à la JICA. Je coordonnais les programmes de santé pour la JICA. À l'époque, c'était un bureau régional, donc pour les 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et en même temps, je coordonnais aussi un programme qui s'appelait Asia Africa Co-Creation Knowledge, qui était un programme d'échange entre des pays africains, donc Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Madagascar, et donc des pays asiatiques, le Sri Lanka, le Japon, le Vietnam, etc. Donc, je coordonnais. Et c'est ça qui m'a fait un peu découvrir l'Asie, jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de trouver un poste. Donc, avec les Nations Unies, je suis partie au Laos d'abord, où je m'occupais des questions de genre et de VIH. Ensuite, j'étais partie au Bangladesh pour occuper un poste de directrice de programme, donc pour une organisation intergouvernementale avec le statut d'observateur des Nations Unies, avec base au Bangladesh. Donc voilà, je coordonnais les programmes pour 25 pays de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine. De là, je suis rentrée. 25 pays. 25 pays d'Asie, d'Afrique et de l'Amérique latine. Et c'est pourquoi, justement, à un moment, on va revenir justement à ce rôle de maman. Parce qu'il y a un moment où ça devient difficile. Voilà, quand on a des enfants, surtout que j'ai fait une grossesse là-bas, j'ai fait un bébé, c'était devenu difficile d'abandonner les enfants et de courir le monde. Et donc, il fallait tout le temps se déplacer avec les enfants, les nounous, etc. Le papa qui est dans un autre pays, dans un autre continent. Et à un moment, on s'est dit, on va rentrer au pays. Donc, on a décidé de rentrer donc, en 2014. Et j'ai pris un poste avec Amnesty International qui venait justement d'ouvrir un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce que j'ai appris, appliquer un peu ce que j'ai appris, parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour coordonner leur language center. Donc, c'était le premier poste qu'ils ouvraient pour le continent africain. Et donc, j'ai dit, bon, ayant un premier background en linguistique, et ayant toujours voulu faire les droits humains, j'ai toujours dans mes programmes Human Rights Approach to quoi que ce soit, j'ai dit c'est l'occasion d'apprendre de Amnesty et voilà, j'ai pris le poste et je coordonnais pour le département de langue d'Amnesty Afrique, donc pour les 3 continents. Donc, j'étais le responsable de tout ce qui est traduction, interprétation, etc., des rapports d'Amnesty et des différentes communications d'Amnesty. Je m'étais promis de faire que 2 ans parce que c'était juste une parenthèse. Et de là, je suis partie avec Intua Health pour gérer justement le dernier poste que j'ai occupé, donc comme directrice régionale pour un programme de planification familiale. Je travaillais avec les mairies, donc c'était financé par la Fondation Gates. Et donc, je travaille avec les collectivités locales d'Afrique de l'Ouest francophone
pour justement financer la santé de la reproduction des femmes, la santé maternelle, la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents, etc. Et voilà, c'est de là que j'ai décidé justement de tout arrêter maintenant pour prendre un break. Un break, et je pense un break, voilà, salvateur en fait, parce que on va voir finalement que tu as complètement changé du tout au tout, quoi. Quand je lis ton parcours, je me dis, mais comment on passe effectivement d'un parcours international, en Asie, etc., où on coordonne des dizaines de pays, etc., où on a quand même de très, très grosses responsabilités et aussi un confort de vie, parce qu'il faut savoir qu'on l'oublie, qu'on a un confort de vie et qu'on va découvrir maintenant ce que tu fais à Growing Life. C'est pas que c'est moins valorisant, c'est juste, en fait, c'est à l'opposé. C'est juste ça. Et je pense qu'en fait, dans ces parcours de vie-là, en fait, il y a toujours un moment, quelque chose qui se passe. Donc, pour toi, c'était quoi cette situation-là où tu as dû réagir pour changer de vie, ou en fait, tu as constaté quelque chose où tu as eu un déclic? C'était quoi ce moment-là, ou c'était qu'est-ce qui a motivé en fait ça? Exactement, c'est la question que tout le monde se pose, et c'est là où on passe pour justement la folle du village. C'est là où on perd, c'est là où on perd la majorité de ses amis, qu'on va dire entre guillemets amis. C'est là où l'on comprend qui sont ses vrais amis. C'est là où on perd une partie de la famille, parce que les gens ne comprennent pas ce choix. Et ce n'est pas un choix réfléchi. J'ai choisi, je pense que c'était comme un appel. Arrêter un peu le travail que je faisais. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu, en tout cas au moment où ça s'est passé. Moi, j'avais prévu d'arrêter 1 an plus tard. Donc, j'ai eu l'opportunité d'arrêter 1 an plus tôt. Et sans réfléchir, parce que j'avais de la terre, je me suis dit, écoute, je vais décider, avec toute la pression que j'avais, avec toutes ces séparations douloureuses avec la famille pour aller en mission, pour courir le monde. Je t'assure, c'était des larmes dans les aéroports. Je passais pour ridicule certainement, parce que je ne sais pas combien de fois j'ai craqué dans les aéroports, combien de fois j'ai craqué dans les hôtels, combien de fois en rentrant, en voyant la tête de ma fille, je me disais, qu'est-ce que je fais? Voilà, je sentais tout le monde derrière moi, mais tout le monde complètement lessivé aussi, tout le monde fatigué. Mais de pousser en disant, on est derrière toi, voilà, tu fais ce que tu as à faire. Et c'est un moment où on se dit, ouf, voilà, j'ai l'opportunité de m'arrêter. Je ne pense plus à aucun titre, aucun privilège, aucun salaire. Je ne travaille plus pour personne déjà. Et je dis, j'ai quand même 2 choses. La première, c'était le moment de give back. Je te disais tout à l'heure, j'étais un pur produit du public. Je n'ai jamais payé un sou pour étudier. C'est un moment de dire, voilà, il est temps que je donne. Ça fait un moment que je reçois. Je n'ai jamais été fonctionnaire de l'État, mais ça fait un moment que je reçois. Il est temps peut-être que je donne. Il y a une raison pour que ça s'arrête maintenant. Et la deuxième, c'est que j'étais tellement passionnée de tout ce qui est agriculture. Et ça, je te dis, les gens ont du mal à me voir maintenant tripatouiller la terre, parce que la première plante que j'ai fait pousser de ma vie, c'était en 2009. Avant, je ne faisais même pas pousser une fleur chez moi. Même pas une fleur. Parce qu'arroser, c'était une corvée. Et donc, la première fois que je suis venue au Sénégal en congé, je suis revenue avec des semences d'Asie. Je rentrais du Laos, où j'ai découvert, pour la première fois, j'ai fait pousser du bissap, parce que j'avais envie de bissap et je n'en trouvais pas dans le pays. J'avais envie de gombo, de kanja pour faire mon soupe kanja. Je ne voyais pas de gombo. Et quel que soit le moyen que j'avais utilisé à l'époque pour dire à mes collègues, je veux du gombo, personne ne savait ce que mon gombo là voulait dire, mon okra voulait dire, parce que eux, chez eux, ça s'appelle ladies fingers. Jusqu'à ce que j'ai l'idée de montrer une photo et qu'on me dise, ah, you're talking about ladies fingers. Et on m'a dit, bon, il faut se lever à 6 h du matin, parce que le fameux market, c'est entre 6 h du matin et 9 h, parce qu'il y a les ethnic minorities qui amènent ça au marché. Et donc, j'ai dit à mon époux qui rentrait du Bénin à l'époque, j'ai dit, écoute, ramène-moi des semences de gombo, de bissap et de djarato, parce que c'est des choses que j'adore. Et j'ai fait pousser, et il fallait voir la première fois que j'ai récolté le gombo. Je pense que j'ai une photo qui immortalise ça. J'étais dans tous mes états. Et de voir le mode de vie de mes collègues du PNUD à l'époque, je sortais du bureau, les gens allaient chez eux, ils avaient leur petit potager, ils avaient leur pond où il y avait du poisson, ils avaient un petit poulailler. Et moi, je me suis dit, voilà la vie que je veux vivre.
Très souvent, quand j'étais avec mes camarades, je me souviens, on faisait des missions conjointes avec le Rollback Malaria. Quand on disait ton rêve, c'était quoi? Les gens ils disaient on est arrivé. Et donc, ils disaient mais Thérèse, toi, tu dis rien. Je dis parce que moi, mon rêve, c'était de devenir femme au foyer. Et malheureusement, je n'ai jamais pu accomplir ce rêve-là. Et donc, pour moi, ce rêve, j'ai eu l'opportunité, même si c'est très loin d'être femme au foyer, je me prélasse. Mais ce rêve de pouvoir accueillir ces enfants qui rentrent de l'école, de pouvoir servir le dîner, de pouvoir se réveiller et de voir les enfants qui te sautent dessus, pour moi, c'est une renaissance. Voilà. Et donc, comme j'avais de la terre, parce que j'avais acheté de la terre, chaque fois que je rentrais de congé, le premier qui a souffert, c'était mon jardin, donc le gazon complètement retourné pour devenir un potager. J'ai vu que les semences d'Asie, ça poussait ici. Et j'ai commencé petit à petit. Et quand je suis rentrée, je faisais mes petits pots de tomates confites que j'amenais au bureau. Et finalement, je pense que c'est Samira, qui est aujourd'hui la directrice régionale de Amnesty, qui m'a dit, écoute Thérèse, arrête de nous donner parce que ça ne suffit pas, il faut nous vendre. Donc, j'ai commencé. Elle a dit, mais qui t'a... Et c'est une vraie supportrice, hein, parce que moi, exact. Ça, c'est ça mon slogan. Quand on soutient, on achète. Voilà. Exactement. Exactement. Et elle m'a dit, voilà, écoute, tu as dit qu'on est pauvre, il faut que tu nous donnes tout le temps. Arrête de nous donner, nous, on va acheter. Et donc, et je te dis, il y a même une qui m'a dit une fois que j'avais fait un petit pot et j'avais donné le prix, elle m'a dit, non, je n'achète pas si tu n'augmentes pas le prix. Et voilà le genre de personnes formidables que j'ai autour de moi. Donc, des collègues qui sont devenus famille, des ex-collègues qui sont devenus des sœurs, des amis et qui m'ont poussé vraiment. Et elles ont compris mon choix quand j'ai décidé que voilà, j'allais devenir fermière. Mais je dis, bon, la terre, j'étais partie sur un petit espace de 1 hectare, c'est devenu 4 hectares. J'ai dit, bon, ça fait un moment que je rêvais de faire quelque chose en rapport avec la santé de la reproduction, la rétention des filles à l'école. Et ça, c'est une autre histoire qui ne vient pas de moi, qui m'a été inspirée par ma fille. Parce que chaque fois qu'on venait en vacances, mon papa qui était affecté à Tchadja, qui est devenu chez nous, parce qu'il est décédé enterré là-bas, et ma fille avait ses petites amies avec qui elle s'amusait. Et à ses 12 ans, je pense, on est venu ici en congé, donc elle va à Tchadja comme d'habitude. Et elle est rentrée, elle était tremblante, quoi. Elle m'a dit, maman, ma copine, elle est partie faire la bonne à Dakar. Moi, c'est un phénomène que je connaissais, ça ne me choquait pas plus que ça, mais de voir ma fille aussi choquée d'avoir une fille de son âge de 12 ans avec qui elle a fait ses premiers pas, aller faire la domestique à Dakar, ça l'a chamboulée. Et chaque fois que je me promettais, je me disais, bon, il faut que je fasse quelque chose quand même, parce qu'il faut que ça cesse. Donc, quand j'ai eu l'opportunité, j'ai dit, c'est l'occasion de coupler une passion qui est là, qui est l'agriculture, dont je ne peux plus me défaire, et aussi, je ne sais pas, une cause que moi, j'ai toujours voulu défendre, qui est celle de retenir les filles scolarisées, de les retenir dans les villages où ils sont, afin de pouvoir leur éviter ces grossesses précoces-là, le trauma d'abord de travailler 9 mois à l'école et de devoir travailler encore dans les conditions qu'on connaît, de subir souvent des abus physiques ou sexuels ou bien même de s'attacher à ce petit sou-là. Les parents, ils sont tellement dépendants qu'on finit par lâcher pour continuer à faire la domestique. Je dis, c'est le moment de faire quelque chose. Et donc, de coupler ce qu'on fait avec l'agriculture biologique et maintenant la formation, la sensibilisation de ces filles-là et de ces familles aux aspects de santé de la reproduction, d'éviter les grossesses précoces, les mariages aussi, et puis voilà, et puis tout un tas de développement personnel pour que ces filles-là aillent le plus loin possible et fassent leur propre choix, mais des choix éclairés. Écoute, moi, je vois en fait, finalement, tu avais en fait cette envie-là, quelque chose ce qui était en toi depuis des années en fait. C'est juste que je pense que ce n'était pas le bon moment, que tu n'étais pas autorisée à le faire, mais le jour en fait, où tu as été prête, en fait, c'est parti, ça devient évident. Et là, en fait, voilà, tu t'engages dans tout ce qui te passionne et pour tes causes. Et ça, on va y revenir après par rapport à ces causes. Mais j'aimerais justement par rapport à ce passage-là, justement, où tu as décidé, en fait, d'arrêter de donner, en fait, tout ce que tu faisais à tes collègues. Et le moment où tu as commencé à vendre et que tu t'es mis en fait, dans une stature d'entrepreneur et de businesswoman.
quelles sont les premières actions que tu as mises en place? J'ai entendu que tu avais déjà la terre, donc ça, c'est un vrai acquis parce que Ouais. ça, c'est vraiment la problématique première des femmes Ouais. dans l'agriculture, c'est en fait l'accès à la propriété. Toi, tu as eu en fait l'avantage d'avoir déjà cette terre-là, mais une fois que tu as pris cette décision maintenant de partir, comment tu t'y es prise? Est-ce que tu as démissionné? Tu es venu danser dans le bureau de ton patron? Tu lui as dit au revoir? Est-ce que, voilà, je ne sais pas, tu as organisé la vie d'enterrement de ta carrière professionnelle? Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu as fait et quelles sont les premières actions que tu as mises en place pour rendre, en fait, ce projet aujourd'hui, voilà, prendre vie, pour que ce projet puisse prendre vie? OK. Mais non, parce que le départ n'était pas un départ prévu, donc je n'ai pas eu l'occasion de danser pour le patron et tout. Bon, le patron qui était Intra-Health, donc, a tout fait pour me retenir, hein, mais c'était plus possible, pour des raisons. Voilà, je n'avais plus la tête à ça. J'avais la tête à autre chose. Et justement, ça faisait peut-être un moment où je m'étais complètement déconnectée parce que quand j'étais à Amnesty, c'était work from home parce que je couvrais 3 continents, enfin 3 sous-régions, donc pour Amnesty. Donc j'avais encore le temps, une fois, j'allais au bureau une fois par semaine, d'amener mon petit pot, etc. Mais avec le second boulot, c'était impossible. Voilà. Donc, j'étais très contente, moi, de passer à autre chose. Franchement, je ne pouvais plus entendre qui que ce soit. J'ai des copines qui m'ont proposé n'importe quel poste supérieur à ma chaîne. C'était plus, non, je ne voyais plus ça. Moi, je voyais juste aller planter mes choux et mes tomates. Et je menaçais tout le temps au bureau. Je disais, écoute-moi, si on me fatigue, je vais faire pousser mes choux. Et ça faisait rire tout le monde parce que pour eux, c'était pas possible. Je vais te dire, la première chose que j'ai faite, Nabou, pour être honnête avec toi, c'était de me couper les cheveux. Ah, c'était de me retrouver. C'était de me retrouver moi, parce que j'ai eu les cheveux coupés au lycée, j'ai eu les cheveux coupés quand j'étais en expatriation, mais d'occuper ces postes-là en Afrique, tu es obligé de mettre les grands foulards, tu es obligé de mettre, voilà. Donc là, je me sentais moi-même. Oui. Et donc, c'était d'abord ça. Et puis maintenant, c'est de me dire, parce que dès que j'ai recommencé à faire les 2 premiers pots, ils ont été victimes tout de suite de leur succès. Je le dis avec toute la modestie hein, que j'ai pu. Mais c'est toi qui m'as demandé de me célébrer. Non, célèbre-toi. Et justement, c'était des pots de quoi? Pour être bien des concret. pots de tomates confites. Donc, j'ai fait des tomates confites au four. Donc, ça fait toute une journée hein, de cuisson de ces tomates-là. Je faisais aussi du pesto. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on récolte, donc le supplément, le reste. Donc, c'est ça qu'on transforme. Et chaque fois, les pots, ça partait très vite. On fait aussi des pâtes sans gluten. Donc, à base de fonio, à base de farine locale, à base... Il faut dire que je me suis beaucoup inspirée quand même de ce que j'ai vu un peu partout, que ce soit en Amérique latine, en Asie, en Afrique, dans d'autres pays. C'est une vraie richesse. Ici, hein? Voilà, c'est une richesse. D'avoir voyagé beaucoup avant. Voilà, exactement. C'est pas perdu, et l'occasion Exactement. Et d'appeler tous ces expatriés-là chez nous, justement de profiter de leur séjour dans ces pays-là pour être avec les locaux et apprendre. Parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment amené là où je suis. D'être avec le personnel de maison, d'aller dans leur famille, d'apprendre comment on fait ceci, etc. Sans pour autant penser qu'un jour, je ferai ce travail-là. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je serai entrepreneur. Jamais. Même pas investir dans l'entrepreneuriat ou dans la transformation ou dans l'agriculture. Mes plans étaient... Et donc, c'est de dire, écoute, puisque les gens commencent à acheter, parce qu'il y a des amis, je me souviens, une amie, des élèves de Mermoz sont allés manger chez leurs copains. Donc, et leur maman m'a appelé pour me dire, écoute, mes enfants ont mangé quelque chose chez leur ami. Et ils m'ont dit, maman, on ne sait pas ce que c'est, mais il faut que tu achètes. Donc, dès l'instant... Toi, en fait, non, attends, je fais une petite parenthèse, parce que toi, tu as commencé, en fait, en marketing, tout ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Toi, tu as commencé par le bout du tunnel, en fait. Les gens, ils commencent par le début du tunnel, mais toi, tu as commencé direct avec des recommandations. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, tu as eu des clients qui ont parlé de toi. Exact. Non, non, exactement. Et des clients qui n'étaient pas supposés en être. Elles se sont imposées clientes. Je leur fais un petit coucou, elles se reconnaîtront. Aminata Sarr, qui est aujourd'hui directrice de PAF, il y a Kine Fatim Marmicel,
Donc, j'ai parlé de Samira, Balkissa. Donc, il y avait plein qui étaient des collègues et qui achetaient, qui amenaient, et puis les enfants des autres venaient faire pique-assiette et ils rentraient, ils disaient à leur maman, appelle la maman d'un tel parce que j'ai mangé chez lui quelque chose, il faut que tu achètes. Et donc, je me suis dit, dès l'instant que ça commence à sortir de mon cercle d'intime, etc., il faut que je m'enregistre quand même. Okay. Donc là, il y a eu une petite réflexion parce que j'étais partie, moi, sur une association qui pourrait déboucher sur une ONG pour toutes les causes que je voulais défendre. Et ensuite, j'ai vu comment ça se passait dans les associations, dans certaines associations. Personne ne se sentait, parce que j'ai visité un peu, personne ne se sentait responsable. Ça partait dès que les financements étaient finis. Et moi, j'étais partie sur, je fais avec ce que je peux. J'ai quand même travaillé sur un truc qui était financé par une fondation et je sais très souvent, quand le bailleur finance, tu fais ce qu'il veut. Oui. Voilà. Et donc, moi, j'étais partie dans un truc, on ne me dit pas de faire quoi que ce soit, je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui sort du cœur. Et maintenant, quiconque vient et qu'on est dans les mêmes valeurs, on va ensemble. Mais on ne va pas m'imposer d'aller dans une direction. Je dis maintien des filles à l'école, personne ne viendra me dire contraception pour les filles. Voilà, donc je fais ce que j'ai envie de faire, mais dans le respect de nos valeurs et de nos croyances, etc. Donc, j'ai dit, dans ce cas-là, moi, j'enregistre comme entreprise. J'ai eu très peu de temps pour me renseigner sur ce qu'était une entreprise, comment il fallait. Donc, pas de stratégie, franchement. Je n'ai pas défini, je n'ai pas eu de, comment ils appellent ça encore, business plan. J'ai rien eu de tout ça. Donc, tu l'as fait à la Warrior. Exactement. Tu as dit, allez, on y va. Voilà, je suis partie à Pix, on m'a dit non, comme tu es de la région du département de Mbour, tu dois aller. Bon, ils m'ont donné ce qu'il fallait faire. Et puis je suis allée, je me suis enregistrée. J'ai dit, bon, au moins maintenant, je suis d'accord avec moi, je fais ce qu'il faut. Et ce n'était pas fini parce qu'après, on me dit, tu ne peux pas vendre sans frein. Je dis, c'est quoi le frein? Mais toi, vraiment, tu as commencé, mais par le ndare, en fait, dernier de la Exactement. Au début, quoi. Okay, exactement. Donc, tu es allé, voilà, tu as commencé ton parcours, en fait. Tu es allé à la PIX, tu es allé, voilà, on t'a dit et tu as appris en faisant, en fait. Exactement. Exactement. Et je disais tout le temps, si je pêche, ce sera par ignorance, parce que moi, je veux faire les choses comme il faut. Maintenant, il faut juste qu'on me donne les renseignements. Et je suis allée, même pour ce qui est de la production, je suis allée biologique, je suis allée dans des formations. Il y avait des enfants qui pouvaient être mes petits-enfants. Donc, j'étais là, tout le monde m'appelait maman. Et moi, ça me plaisait parce que j'étais là, je disais raconter mes bêtises, tout le monde était mort de rire. Mais j'apprenais parce que je me dis, même si ce n'est pas moi qui vais faire le travail, il faut quand même que je connaisse le B.A.B.A. pour pouvoir dire aux personnes qui travaillent avec moi, non, ça ne doit pas se passer comme ça, normalement, il faut faire ça. Et aujourd'hui, je m'autoproclame, et là, sans aucune modestie, vraiment expert en agriculture. Donc là, je suis... Non, mais parce que l'agriculture, en fait, c'est une vraie expertise. On ne se réveille pas, comme tu disais au début, voilà, tu ne faisais rien, tu ne poussais même pas, en fait, une menthe, de la menthe ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est une expertise et on l'apprend, en fait. Et, exactement. Quelque chose, je trouve que d'ailleurs, ça fait partie des expertises les plus compliquées parce qu'aujourd'hui, on vit le changement climatique. Il y a tellement de facteurs en fait qui rentrent en compte quand on se lance dans l'agriculture que si on n'y connaît rien, voilà, c'est pas possible. Et donc, tu as commencé à mettre tout ça en place. Tu t'es formalisé, donc c'est ce que je comprends. Et ensuite, tu as dû commencer vraiment maintenant la production. Exactement. Mais comme quand j'ai acheté la terre, comme j'ai dit, c'était d'abord sur 1 hectare et quelques. Après, tu sais comment ça se passe, on vient te donner un bout, l'autre qui est collé jusqu'à ce que ça grandisse. Mon premier souci a été de faire vivre cette terre-là, ce qui m'a amené à l'agroécologie. Parce que je me suis retrouvée avec une superficie d'environ 4 hectares et il y avait 3 arbres là-dedans. Donc, j'avais... Madame, tu avais un oasis, quoi. Oasis, voilà. Une oasis là. Une oasis de sable, voilà, Dior. C'est ça. Donc, mon premier souci, c'était non, c'est pas possible. Il faut quand même qu'on fasse pousser, il faut créer un poumon vert ici, dans une zone quand même qui est difficile. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement dans la zone de Tchadiaye. En parenthèse, j'avais déjà 1 hectare de terre à Saly. C'était beaucoup plus facile pour moi de prendre mes sous-là, de les investir à Saly. Mais je me suis dit, écoute, les besoins sont dans ces communautés-là. Parce que investir à Tchadiaye, c'est pas seulement pour la ville de Tchadiaye, c'est pour tous ces villages-là qui sont entre la région de Fatick et la région de Thiès.
où il ne se passe pas grand-chose en termes d'investissement et de création d'emplois et justement de programmes, voilà, de programmes comme moi, ce que je vais penser faire. Donc, pendant la première année, c'est vraiment, je parle de 2019, hein, donc c'était de mettre des arbres, etc. Une fois qu'on a mis ces arbres-là, c'était maintenant de créer les conditions pour produire. Donc, un forage. Et là, je ne te raconte pas. Donc, j'ai dû payer un forage à 100% et il ne m'a toujours pas été, comment on appelle ça, délivré. Donc, on subit des arnaques. Je suis sûre que plein de femmes entrepreneurs sont passées par là. Oui. Donc, j'ai dû refaire un deuxième forage. Même chose, on m'a dit qu'on m'a creusé le nombre de mètres que j'avais demandé, mais je n'ai toujours pas d'eau. Donc, j'ai dû me rabattre sur des puits. Et puis voilà, et donc là, c'est parti. Et entre les lignes des arbres qu'on avait plantées, on a fait quelques planches donc, pour faire de la production biologique. Donc, une production où on ne met aucun intrant chimique, donc que ce soit les semences. Et on commence depuis les semences parce que j'achète des graines biologiques, donc d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs. Donc, on fait pousser dans la ferme. Et c'est après la récolte de ces produits-là qu'on vend une partie en frais, donc à travers notre liste donc, de distribution. Et puis l'autre partie, maintenant, elle est transformée. Et donc, notre transformation de produits, elle est toujours guidée par donc, la récolte qu'on a sur la ferme. Oui, c'est-à-dire aussi... on mange ce qui est de saison, on mange ce qui est, enfin, l'union exactement, exactement. Ça, le principe. Et justement, ça m'amène à cette question-là de un peu plus comprendre maintenant, parce que tu as un certain recul. Aujourd'hui, comment tu pourrais présenter l'offre que tu as en termes de produits, de services, de produits transformés? Quelle est l'offre que tu proposes à travers Growing Life? OK. Aujourd'hui, à travers Growing Life, on a plusieurs offres parce que c'est quand même un complexe agricole. Ce n'est pas juste voilà, des végétaux. On a aussi une ferme avicole. Donc, on fait de la volaille, bio aussi. Donc, en termes de production, on produit des légumes et des fruits, mais on a très peu de fruits parce qu'on démarre. Pour ce qui est de Tchadjaï, donc les arbres sont encore petits, les citrons, les agrumes commencent à peine à produire. Je pense que l'année prochaine, on en aura assez. La ferme à Sali, les arbres sont déjà grands, ils produisent, donc c'est plus des manguiers et des agrumes. Et c'est là-bas aussi on a mis la volaille. On fait aussi des céréales pendant la saison des pluies, mais nos céréales que l'on produit, mil, sorgho, etc., c'est pour nos animaux. OK. Non, mais c'est le principe, en fait, c'est le principe de la ferme agroécologique. Exactement. Un écosystème à lui-même, en fait, voilà, il y a une production qui est réservée, en fait, à la ferme et une autre qui est produite, mais voilà. Donc, les céréales, c'est pour la ferme. Exactement. Donc, ça retourne chez nos poulettes. Et maintenant, les produits transformés, en termes d'offres, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, les tomates confites, on a les coulis de tomates qui sont les produits à succès. Hein. Je commence par cela. On a le pesto qui est vegan, donc le pesto dans lequel on ne met pas de fromage, on ne met pas de matière animale. On a aussi une marinade qu'on fait à partir des variétés de poivrons. C'était 3 poivrons, mais maintenant qu'on a plus de variétés de poivrons, violet, chocolat, blanc, etc., on va un peu aussi... Tu as dit du poivron violet, c'est ça. Ouais, je produis. et tu sais, c'est là où c'est amusant parce que moi, je fais des légumes rares, des biologiques. Donc, j'achète chez des semenciers qui sont connus à travers le monde, Cocopelli, Semaille, qui sont des semenciers qui font des semences anciennes et bio. Et aussi des semenciers américains, dont un qui m'a gentiment vraiment prise en affection à travers la page Facebook et qui m'a envoyé des semences. Voilà, c'est un des plus grands semenciers en termes de semences anciennes. Et tu vois, par exemple, je fais de l'aubergine blanche. Et quand j'ai amené l'aubergine blanche au Farmers Market, il y a une dame qui m'a dit, tout le monde pose des questions sur l'aubergine blanche. Et il y a une dame qui m'a dit, comment vous faites pour que votre aubergine soit blanche? Et j'ai dit, mais parce qu'elle est blanche. Elle m'a dit, oui, je sais qu'elle est blanche, mais qu'est-ce que vous mettez? Les gens sont persuadés des fois que je mets des trucs OGM. Mais c'est au contraire à nous ce que nous faisons. Des semences anciennes, à l'origine, une aubergine, elle était blanche. C'est pas pour rien que ça s'appelle eggplant en anglais. Donc, tu vois, il n'y a pas de semence qui a été tripatouillée. La carotte, à l'origine, elle est rouge ou noire.
Aujourd'hui, parce qu'elle a été trépatouillée, elle est devenue orange, tout le monde pense que la carotte, elle est de cette couleur-là. Et donc, nous, c'est ces semences-là qu'on achète et qu'on fait, on reproduit les semences en fait. Donc, à l'origine, on achète les semences, voilà, et puis on fait une banque de semences pour être autonome. OK. Et l'autre idée qu'on a aussi, c'est, ayant été expatriée, j'ai connu ça, je te parlais du bissap et du gombo, c'est de pouvoir satisfaire aussi cette population expatriée indéfiniment ou de passage, mais qui cherche désespérément à manger des produits de chez elle. Oui. Donc, on fait venir des semences d'Asie, d'Amérique latine, de l'Afrique de l'Est. On fait le boma, par exemple, on fait l'adémé du Togo, on fait toutes ces sauces-là que les Africains peuvent préparer. On fait aussi des produits américains ou latinos, etc., pour que ceux qui sont là ne soient pas obligés de faire venir, parce que nous, on est dans cette guerre-là de climate change, oui. Donc qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher les choses ailleurs pour les faire venir ici. Donc, oui. On peut tout faire pousser dans ce pays-là. Donc, en fait, aujourd'hui, toi, ta bataille, enfin, c'est pour le manger local, le consommer local, c'est pour tout le monde. Et tout le monde, en fait, voilà, se retrouve, c'est extrêmement inclusif, hein, ce que tu es en train de dire, parce que finalement, il n'y a pas d'exclusion, en fait. Si on est un expatrié et qu'on a, en fait, des préférences culinaires ou culturellement, on a une autre culture, en fait, culinaire, on peut très bien, comment dire, consommer les produits, et c'est très intelligent à deux niveaux, en fait, du point de vue, toi, de ton modèle économique et des opportunités, en fait, de business que tu peux avoir, mais aussi en termes du point de vue inclusif, quoi, vraiment, et qu'on arrête que, voilà, on a tous connu ça, si on a vécu un peu à l'étranger, qu'on se fasse livrer, en fait, des cartons entiers, en fait, de tout, et on consomme rien dans le lieu où on vit, parce que là où on vit, c'est là où on vit, voilà, donc il faut essayer de... Donc ça, c'est super intéressant. Ouais. De proposer ces produits-là. Et j'ai cru comprendre aussi que tu as toute ce service-là, en fait, d'abonnement, de panier, voilà, voilà, ce que vous récoltez, vous composez des paniers et vous les vendez, c'est ça? Exactement, mais on ne fait pas de panier pour la bonne et simple raison que nous luttons aussi contre le gaspillage alimentaire. Oui. Okay. Voilà. Et il y a des gens qui me disent, nous, on veut bien acheter vos produits, mais il paraît que c'est comme une secte. Non, ce n'est pas une secte. C'est juste qu'on veut être sûr que les personnes avec qui on collabore, parce que c'est pas, moi, je ne prends pas les gens qui sont abonnés chez nous comme des clients. Oui. Je les prends comme des supporters. Je dis, vous êtes nos bailleurs de fonds. Oui. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est en fonds propres, mais c'est grâce à ces personnes-là qui sont abonnées chez nous que l'on peut faire au moins supporter certaines charges. Donc, ce sont nos partenaires. Et donc, souvent, avant même de commencer les trucs, j'écris en demandant, est-ce que vous avez envie qu'on fasse pousser des légumes spécifiques pour pouvoir savoir quel type de semences acheter? Et l'autre chose, c'est de nous assurer que les personnes qui sont abonnées chez nous le font en toute connaissance de cause. Donc, ils connaissent toute la philosophie voilà, qui est derrière Growing Life. Ce n'est pas seulement parce que plein de gens se fâchent en me disant, oui, toi, tu n'es pas commercial. On veut tous que nos business grandissent. Et c'est peut-être ça une faiblesse. Donc, de moi... Tu ne peux pas, en fait, dire que je vais faire consommer du bio, du naturel et demander à ce que la carotte ait telle dimension, telle forme. Exactement. Voilà, exactement. La carotte, elle va venir un peu biscornue, machin. Exactement. Mais c'est la nature. Oui, et étouffer quand tu auras un poivron avec un petit verre là-dedans. Ce sont nos copains, on vit ensemble. Donc, je veux dire. Et il y en a une dame qui m'a dit, parce que nous, il est très rare qu'on accepte de livrer à des personnes qui ne sont pas recommandées. Et c'est là d'où le truc de secte. Parce que je veux être sûre que la personne a été briefée sur notre mode de faire. Une dame m'a dit, par exemple, lui, le livreur, il est arrivé, il n'avait pas de facture. J'ai dit, parce qu'on vous envoie la facture par WhatsApp, par mail. Justement, parce que nous, on a arrêté d'imprimer les factures. Les papiers. Écologique, voilà. Donc, je dis, c'est ça, en fait, ça va dans notre philosophie. Et justement, je parlais du gaspillage alimentaire. Quand je te fais un panier, Nabou, peut-être que je vais te mettre des choses que tu n'aimes pas, que tu vas être obligé de laisser pourrir dans ton frigo. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, on laisse les gens composer leur panier. On a une liste, c'est comme une vente en ligne, comme un supermarché. Je l'appelle d'ailleurs supermarché. Donc, les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent. Tu n'aimes pas la coriandre, tu n'es pas obligé de prendre la coriandre. La coriandre, tout à fait. Voilà, tu n'aimes pas le navet, tu es libre. Voilà, tu aimes le chou kale, tu en prends autant que tu veux.
Mais quand, par exemple, aussi, un de mes clients demande 5 bouquets de kale et que j'ai une commande de 25 kale et que j'en ai que 15, et je redistribue et je leur dis, voilà, c'est aussi ça, on est solidaire, il faut aussi... Et on essaie de voir aussi qu'il y a des enfants, par exemple, quand tout le monde veut du coulis et que la maman, mère de famille, risque de ne pas en avoir, je dis quand même, elle a des enfants, il faut que je vais piquer chez les autres. Et c'est pris de manière vraiment solidaire, joviale. Des fois, j'appelle pour dire, écoute, tu as commandé 2 barquettes de roquettes, il y a une cliente qui n'en a pas, est-ce que... Et les gens payent même les livreurs pour ramener. Dis-moi où la dame habite, je demande au livreur d'amener. Donc, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Non, mais c'est du vrai vivre ensemble, en fait, que tu inculques à travers ce projet-là. Et vraiment, moi, c'est ça qui force toute mon admiration pour ce que tu fais. C'est que finalement, en fait, c'est un vrai projet de vie. Et en termes d'accomplissement, il faut que ça ait du sens pour toi. Et il faut que ça réponde, en fait, comment dire, aux raisons pour lesquelles, en fait, tu t'es lancé dans ça. Sinon, en fait, ça va créer de la frustration et de la souffrance. Exactement. Et je ne sais plus, j'en parlais avec une autre copine entrepreneur il n'y a pas longtemps. Je lui dis, en fait, il faut, dans ce qu'on fait, il faut rechercher le bonheur dans ce qu'on fait. C'est pas, voilà, au-delà du fait que ça nous fasse vivre, en fait, quand on est entrepreneur, c'est aussi comment dire, c'est parce qu'à un moment donné aussi, on a pris une décision voilà, de changer de vie ou d'aller vers quelque chose parce que c'est plus, en fait, ça nous permet d'être un peu plus centré sur nos valeurs, sur nos besoins, etc. Donc ça, vraiment, franchement, c'est super intéressant. Et aujourd'hui, en fait, tu as quelques années d'expérience et d'activités extrêmement riches. Mais on sait tous qu'en fait, depuis quelques mois, enfin, depuis une année et quelques, on est dans une situation voilà, à laquelle on n'était pas préparé du tout. Comment ça s'est passé, en fait, chez toi, la crise du Covid? Comment tu as reçu ça? Comment ça s'est passé? Ah, ça, c'est comme tout le monde. Comme tout le monde, c'était dur, mais ça aurait pu... C'était une opportunité parce que je suis dans l'agroalimentaire. Et c'est le moment où tout le monde était coincé et tout le monde voulait être livré. Mais c'est aussi le moment où moi qui ne suis pas de la région de Dakar, je n'avais pas le droit de venir à Dakar. Ah oui. Et il me fallait une autorisation spéciale pour venir. Et ce que j'ai demandé avec tous les papiers. Et je pense qu'on m'a donné une autorisation pour 3 jours. J'ai dit au préfet, mais non, moi j'y vais tous les week-ends. J'y vais 2 fois par semaine. Et c'était un casse-tête pour un moment donné, donc il fallait tout laisser tomber. Mais heureusement, on a trouvé l'alternative quand même de collaborer avec une société de livraison. Donc, qui venait chercher. Mais vous voyez, ça fait des coûts supplémentaires. Ça fait le fait que tu n'es plus sur une autre chaîne, maillon de la chaîne qui t'échappe. Parce qu'après, il y a des choses qui... Voilà, donc ce n'est pas la même chose que quand toi, tu livres toi-même avec tout ce mode de vie-là qu'on a construit avec nos abonnés, les livreurs qui connaissent personnellement, qui sont les mêmes, surtout dans un contexte où il faut avoir confiance à la personne qui te dépose tes produits chez toi. Donc, ça a été vraiment dur sur ce plan-là. On était obligé, donc, un moment de vraiment diminuer le volume de commandes. Et surtout que nous aussi, c'est la main d'un des petits que tu vois. Je n'ai pas réussi à virer. Oui, ils sont en train de faire les ombres chinoises, là. J'ai vu, c'est juste que je fais comme si de rien n'était. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais encore? Donc, nous, on n'a que deux modes de vente. On ne fait pas de vente publique. Il n'y a pas de « Allô, je veux un pot de coulis de tomates ». Donc, c'est soit on est dans notre système d'abonnement et on est livré, et nous, on se bagarre pour avoir ce qu'il faut pour livrer à tout le monde. Encore qu'on n'achète nulle part, on vend nos propres produits. Et la deuxième, c'est les marchés fermiers. Le premier, le plus important auquel nous, on a participé, inscrite aussi par tout mon groupe de guerrières là qui est derrière moi. Donc, c'est le Farmers Market, de Dakar Farmers Market. Et tous ces marchés-là étaient fermés. Et du coup, c'était une grosse comment on appelle ça, déception. Voilà. Mais on se disait qu'on était tous logés à la même enseigne. Donc, il y a des gens qui avaient beaucoup plus de pertes que ça. On se débrouillait pour faire partir le minimum ou le maximum qu'on pouvait sur Dakar. Et en termes de...
Pardon? Et du coup, transformer plus en fait. Transformer plus, penser à autre chose. On avait démarré ce qu'on appelait l'accueil à la ferme. On recevait des familles, surtout citadines, qui nous amenaient. C'est un concept qu'on avait fait pour les enfants qui viennent faire des petits jardinages. Et puis après, on fait des petits ateliers cuisine. Les enfants faisaient eux-mêmes avec nous la cuisine, très rapide, etc. Et on s'est rendu compte que les parents étaient encore beaucoup plus ignorants que les enfants. Les mamans qui venaient devant un plan d'aubergine me demandaient ce que c'était, qu'ils n'avaient jamais vu d'aubergine. Voilà, donc on en a fait un accueil à la ferme. Donc de stratégiser, de commencer à penser à quoi faire, comment s'organiser. C'est en ce moment-là, par exemple, qu'on a pu déposer pour les FRA, etc., etc. Tenir le fameux FRA que je ne connaissais pas au début. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a passé la crise. Parce que même en termes de main-d'œuvre, c'était difficile. On prend beaucoup de staff à temps partiel. Donc, c'était plus possible de faire venir les gens, de les faire voyager, prendre les trucs. Donc, voilà, c'était dur. C'est encore difficile. On se reprend, mais bon. Mais voilà, on a maintenant en fait l'avantage d'être un peu plus, de connaître un peu plus en fait, d'avoir vécu longtemps avec cette crise et de commencer à se dire de toute façon, il va falloir à un moment donné qu'on trouve comment continuer. Donc, les modèles vont changer, voilà, les choses vont se restructurer. Et je suis sûre que puisque, en fait, tu as cette approche hyper collaborative dans ta façon de faire, tu auras certainement beaucoup aussi de suggestions de ta communauté, voilà, de tes supportrices, donc suggérer des choses et je suis sûre que, voilà, tu sauras les écouter pour aller chercher des nouvelles innovations clients. Exactement. Et aujourd'hui, justement, quand tu regardes ce parcours-là en termes de résultats en fait, que tu as obtenus, quels sont les résultats vraiment concrètement en fait, que tu peux peut-être nous présenter, peut-être un petit bilan à ce parcours-là, à ce moment-là aujourd'hui de ton parcours et ce dont tu es la plus fière en fait parmi ces résultats-là? Je vais dire en toute honnêteté, ma première fierté, c'est d'avoir créé quand même ce cadre-là environnemental dans la zone où je suis. Parce que j'ai trouvé vraiment une zone qui était complètement désertique. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un espace qui est créé, un espace vert, où les gens ont envie de venir s'asseoir et visiter. Et ça ne s'arrête pas là parce que ça a fait tache d'huile et aujourd'hui, je vois des personnes semer des arbres, faire des fermes à côté. Ils sont peut-être même beaucoup plus orientés business que moi, de grands trucs qui sont en train de pousser. Et moi, j'en suis très fière parce que ça fait quand même une opportunité pour les jeunes de cette zone-là, qui n'avaient rien d'autre que d'aller laver les voitures à Dakar ou faire les domestiques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour moi, on est en train de créer un petit pool d'employeurs, même si on est des petits employeurs dans la zone. L'autre impact aussi, l'autre fierté, c'est de voir que ces jeunes filles-là, qui sont souvent issues du milieu agricole et qui le délaissent parce que voilà, tout ce qu'on a dit, il faut être pauvre. Ces jeunes filles-là, avec le modèle qu'on a essayé, donc le pilote qu'on a fait, la première année, elles sont tellement accros. Moi, j'ai un papa qui m'a dit, c'était un fils parce que ma cible, c'est les filles, mais il y a 2 garçons qui s'étaient imposés dans notre pilote. Et il y a un des papas qui m'a dit, moi, depuis que mon fils vient dans votre ferme, c'est un autre garçon. Il dit, il ne parlait pas. Il ne parlait pas, il était introverti. Il dit, il est pressé de descendre. C'est lui qui engage la discussion, qui raconte ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, etc. Et donc, moi, je pense que ça, il n'y a pas plus rewarding, je ne sais pas comment, valorisant. Valorisant, oui. Que ça. Et des filles qui sont aujourd'hui à fond dans l'agroécologie, à fond dans leurs études aussi, à fond dans aller montrer à leur maman qu'avec le moringa, on peut faire plus que du mboum. Que du céréales. Elles ont appris voilà, qu'on pouvait manger le moringa avec du pain, qu'on pouvait faire des spaghettis avec le moringa et qui vont essayer de dupliquer ça dans leur famille parce que nous, on fait de sorte que toutes les choses qu'on essaie à la ferme soient réplicables. On ne va pas, par exemple, faire des trucs avec des choses extraordinaires qu'il faut acheter. C'est des choses, par exemple, avec le fourneau, ils peuvent le faire. Et quand on fait de la pâtisserie, on a notre four en argile
qu'il est possible pour un jeune qui a appris d'aller à 15 km de Tchadiaï dans son village et de faire sa petite boulangerie locale sans pour autant avoir à acheter un four, etc., etc. Oui. Donc, je pense que pour moi, pour l'instant, ma fierté, c'est ça. Mais Baïlki, est-ce que tu ne peux pas l'oublier? Laisse-le tranquille. Il veut faire partie du live parce que lui aussi, il fait partie de Growing Life Family. Et justement, ma plus grande fierté, c'est justement que mes enfants, ils s'éclatent. Et moi, je m'éclate. Oui, oui, vraiment. C'est vrai, je suis la folle du village, mais une folle qui s'éclate. Franchement, mes enfants, au début, même si c'est comme des enfants tous les nôtres, hein, un grain de sable, ils sont choqués, mais là, c'est eux qui se roulent par terre, qui chevauchent les chiens, les chevaux, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'un salaire ne peut pas payer, qu'un privilège, un titre ne peut pas payer. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses qui font que j'ai envie de me lever à 6 heures du matin tous les jours et que je rentre complètement crevée, mais que je me relève à 6 heures du matin pour reprendre la même chose. Et je pense que tu vas continuer. Mais justement, tu nous parlais de ton engagement, en fait, parce que pour faire ce que tu fais, tu dois avoir un engagement profond, en fait, qui va au-delà de l'agriculture, en fait. Et tu as commencé à en parler de ces jeunes filles. Concrètement, en fait, quelles sont les actions que tu mets en place? Et aujourd'hui, est-ce que tu aurais besoin, en fait, que d'autres personnes te rejoignent dans ces initiatives? De quoi tu as besoin pour développer ça? Mais j'aimerais d'abord que tu nous présentes exactement ce que tu fais avec ces jeunes-là, en fait, dans la ferme. OK. Ce qu'on va faire, parce que là, avec le COVID, on avait tout arrêté. Oui. Donc, au début, ma cible, comme j'ai dit, c'était les filles scolarisées et qui vont faire les domestiques. J'avais ce que j'appelais les grandes sœurs. Donc, des filles qui ont été dans ce cas-là et qui ont peut-être échappé. Voilà, et qui ont échappé à tout ça et qui ont eu le bac. Ou qui n'ont pas eu le bac, mais qui sont encore au collège, mais qui ne vont plus faire les domestiques, peut-être parce que le grand frère a obtenu un poste et qui peut maintenant gérer la famille. Oui. Et donc, j'ai commencé avec elle pour recruter les filles dans les quartiers, dans les zones là, qui allaient encore à Dakar, etc. Et on a fait une petite réunion avec les autorités. Je suis allée présenter, bien entendu, ce que je voulais faire aux autorités, le maire, les sous-préfets, etc. Et donc, on a commencé à sensibiliser ces filles-là en disant, maintenant, voilà, et les filles, celles qui étaient prêtes à le faire, elles sont venues avec nous pour un pilote. Et on a vu que c'était quelque chose qui était faisable. Donc, l'idée, c'était quoi? C'est de prendre ces filles-là pendant les vacances, de manière continue, et de faire des formations en comment faire une culture biologique, donc du début à la fin, donc de la préparation du sol, pépinière, etc., jusqu'à la récolte, à la transformation. Et de pouvoir commercialiser le produit de ce travail-là avant la reprise de l'année scolaire. Et cet argent servirait à payer les frais de scolarité parce qu'elles sont dans le public, ce n'est pas très cher. Il y en a très peu qui sont dans le privé, mais le privé, dans ces zones-là, ce n'est pas cher non plus. Et aussi, comment pouvoir aussi satisfaire ses besoins spécifiques à la fille, acheter des serviettes hygiéniques, même si c'est des serviettes écologiques, ça a un prix, ça a un coût. Comment acheter le DIU pour que les filles n'aillent pas demander le DIU au petit mécanicien du coin. Parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est lui qui a les sous, le copain de classe n'en a pas. Ou bien à l'enseignant du coin. Donc, c'était ça l'idée. Et quand je suis allée présenter mon idée au sous-préfet, il m'a dit, écoute, Madame Ba, moi, je ne savais pas qu'une telle initiative existait à Tchadiaï parce qu'on n'a rien pour les cas sociaux. Il m'a dit, s'il te plaît, il faut ouvrir ta cible aux filles qui sont déjà déscolarisées. Donc, ma cause, c'est les filles, les femmes. Donc, on a compris. Même si je n'explique pas les hommes, parce que sans eux, on ne peut pas aller loin. Donc, c'est de dire, ouvre ta cible. Mais vous savez, quand on fait les choses en fonds propres, c'est difficile. Parce que tu as une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes dans ta ferme. Et l'autre chose, c'est que j'ai fait de ma ferme aussi un terrain d'application pour les stagiaires. Toutes ces personnes-là, on a vu toutes les écoles qui ont poussé comme des champignons en agroécologie. Et souvent, ces jeunes, ils n'ont pas de terrain de stage. Surtout les jeunes filles. Donc, c'est d'ouvrir la ferme à ces gens-là pour les stages. Et tu te retrouves avec un nombre important quand même de jeunes que tu dois prendre en charge. De leur manger. Voilà, certains sont logés, il faut les nourrir, il faut les loger. Et moi, je donne des subventions de stage aussi. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, donc, je le fais. Et donc, tout ça en fonds propres, c'est compliqué. Donc, quand il m'a demandé de prendre aussi les jeunes qui sont... Parce qu'il dit, il n'a pas où les orienter. J'ai dit, OK,
On y réfléchit. Et c'est là aussi où je me suis dit, bon, tiens, je pense que si je prends cette cible-là, et toujours en discussion aussi avec certaines de mes warriors, c'est de dire, on prend les mamans. Okay. J'ai commencé parce qu'au début, j'avais un peu peur des groupements féminins parce que souvent, moi, je pense qu'on est resté pauvre parce qu'on a tellement habitué les femmes à les assister. On donne tout quand le projet part, tout est fini. Oui. C'est de dire à ces femmes-là, on a fait une grande réunion avec les femmes en disant, OK, voilà, moi, je clôture une superficie de 1 hectare et demi. Je mets le puits, je recrute la personne qu'il faut pour vous former, je donne les semences, matériel et tout. Vous produisez. Moi, je peux acheter peut-être une grande partie de ce que vous produisez. Maintenant, l'autre partie, on va chercher. De toute façon, il y aura toujours des acheteurs parce qu'on va faire du... Et maintenant, la seule chose que je vous demande, c'est la gestion de cet argent-là. 1/3. Parce que normalement, quand les gens font BCDO, c'est 1/3, 1/3, 1/3. Oui. Donc, le tiers qui devrait peut-être moi me revenir, c'est le tiers-là qu'on va mettre de côté pour les filles, vos enfants qui vont à l'école et qui vont faire les domestiques. C'est-à-dire, et ça va être un truc de solidarité. Même si vous avez un garçon, si vous n'avez pas de fille qui va à l'école qui est ciblée, le tiers va revenir à ces filles-là. Et en même temps qu'on fait ces formations-là, aussi en agriculture, on a ce qu'on appelle des femmes day, des jours spécifiques, où on va inviter peut-être la sage-femme, peut-être Aminata Sarr ou Kine Fatim, qui va venir nous parler des droits des femmes, qui va venir nous parler de comment éviter. Voilà, donc on aura ces gens-là qui viendront, qui se sont portés bénévoles tout de suite. Hein. Ils ont dit, moi, je viens participer, je viens faire des discussions avec les filles ou avec les femmes. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée. Et je pense qu'on va pouvoir incessamment, peut-être dans les 2-3 mois à venir, pouvoir démarrer de manière concrète parce qu'on a été arrêté par Covid. Donc, ces activités-là. En tout cas, le buy-in est là, les femmes sont prêtes. Elles m'ont un moment demandé d'installer des robinets. Donc, c'est ce que je disais de la dépendance à 1000%. Et voilà, c'est de tenir un langage de vérité et de dire non, parce qu'elles étaient persuadées qu'il y avait des toubabs derrière qui me finançaient. Bien sûr. Je dis non. Donc, je n'ai pas les moyens de mettre des robinets, j'ai le moyen de mettre un puits, une pompe, mais je n'ai pas encore les moyens de mettre un robinet. Donc, on va travailler, peut-être qu'on aura de quoi acheter les robinets, mais on démarre. Oui. Et donc, voilà, je pense que ça a été compris. Et voilà, j'en appelle à toute personne qui habite dans la zone et puis qui a tout simplement une envie d'appuyer. Encore une fois, on ne veut pas être assisté. Appuyer, quel que soit le mode d'appui dont les gens ont les moyens de venir. Voilà, on est ouvert, on est là pour travailler pour tout le monde. Et on ne s'arrête pas à Tchadjaï, on emblave toute la zone Tchadjaï et les villages alentours, donc, qui appartiennent plus à la région de Fatick d'ailleurs que la région de Tchadjaï, donc de Thiès dont dépend Tchadjaï. Non, mais tout à fait. Moi, je suis totalement en ligne avec toi. En fait, il faut, en tout cas, moi, pour ma part, sur le côté compétences, formation des entrepreneurs, accompagnement, c'est vraiment ça, c'est d'autonomiser, en fait, les personnes et surtout les femmes pour qu'elles sachent, en fait, créer leur propre richesse, leur propre valeur. Parce qu'effectivement, bon, ça, maintenant, je pense que pareil, hein, toutes ces stratégies en fait d'ONG, d'institutions, maintenant, elles ont fait leurs preuves et on a même des études, en fait, des recherches qui ont été faites en fait sur l'efficacité en fait de ces modes en fait d'appui, les aides au développement, etc. Et les conclusions sont claires en fait. Il faut arrêter de donner de l'argent aux gens. Il faut leur apprendre à se créer eux-mêmes l'argent. Donc après, on peut appuyer les gens en savoir, on peut appuyer des gens avec l'accès à la terre comme tu le fais. On peut appuyer les gens dans l'employabilité, etc., pour leur donner un travail, mais en aucun cas, en fait, continuer ce système d'assistanat. Donc, vraiment, je pense que ça, pour le coup, toute ton expérience dans les ONG, là, c'est là où vraiment ça va être complètement utile. Exactement. Ça marche, ça marche pas. Exact, c'est tout à fait. Voilà, de manière générale, c'est ce qui marche qu'on reproduit. Tant que ça va marcher, on reproduit et je pense qu'il faut continuer. Et ma dernière question est vraiment parce qu'on a fait 1 heure, on pourrait rester vraiment... Déjà? Ah bah oui, tu as vu, hein, ça va super vite. Hein? Et on a même d'ailleurs, je vais faire une petite pause pour lire un peu les commentaires. Il y en a plein. Il y a Rukato en fait qui dit qu'elle est prête à contribuer.
Je te donnerai ses coordonnées. Ok, super. Beaucoup d'encouragement en fait par rapport à ce que tu fais. Les gens qui disent qu'effectivement, ce n'est pas facile, mais il faut continuer. Donc, je te laisserai un peu parcourir tous ces messages-là. Merci en tout cas de réagir sur ce live. Voilà, par rapport à ce partage extrêmement inspirant. Et donc, ma dernière question, comme je disais avant de clôturer, c'est sûr, hein, aujourd'hui, on parle de ce programme She Means Business qui est dédié au digital. Toi, c'est quoi ton rapport avec le digital? C'est quoi? Comment aujourd'hui, quelle est la place du digital dans ton activité? Ah ben, mais elle est essentielle. Je pense que sans le digital... Je rappelle que, en préparant ce live, quand je lui ai dit, en fait, je vais te poser cette question, elle m'a dit, ah non, mais moi, le digital, je ne connais rien. Et je lui ai dit, mais tu es sûre? Donc, je t'écoute. Je t'écoute maintenant. Oui, parce que pour moi, le digital, c'était, tu vois, les trucs compliqués que vous faites là. Et tu vois, je suis celle qui, même quand je prends une photo, tout le monde me dit, franchement, même sur ma page, je mets des photos, les gens disent, toi, tu te fiches du monde, quoi. Tu as vu les photos que tu postes? Et je pense que j'ai une expérience avec toi sur ma page, tu vois, la passion, elle est là depuis longtemps, hein, ma page Cuisine 5 étoiles. Donc, si c'est ça, le digital, moi, je suis une experte, mais sans le digital, je serais partie nulle part. Parce que même avec mon petit groupe de copines là du début de 2014, quand je suis rentrée, on avait un petit groupe que j'avais créé sur Facebook que j'appelais le Super Maraîcher Bio. Ouais. Et donc voilà, c'était là où j'avais, je t'assure, c'était ridicule, c'était un navet, machin, c'était mes premiers pas. Et donc c'est de là ce qui est parti. Maintenant, on est passé de notre petit groupe minuscule de Super Maraîcher Bio à Growing Life Farm, la page qui m'a fait connaître, qui a fait connaître Growing Life en réalité. Et je me souviens, au début, je comptais les likes, je disais, mon Dieu, j'ai 10 likes, j'ai 20 likes, maintenant je ne compte plus. Et les gens me disent, il faut booster. Je dis, non, je veux que ce soit des gens qui sont convaincus par ce qu'on fait, qui suivent la page. Et je vais te donner une anecdote. Grâce à cette page-là, je me suis fait, vraiment, j'ai fait des rencontres extraordinaires, mais des rencontres humaines, de personnes que j'ai connues virtuellement à travers la page, qui sont aujourd'hui des collaborateurs, qui sont aujourd'hui même des bailleurs. Je vous donne l'exemple d'une dame qui est venue au Sénégal, qui a beaucoup investi au Sénégal apparemment, mais plus dans le tourisme, l'hôtellerie, qui est une fois venue à Tchadjaï visiter la ferme. Et apparemment, elle s'est dit, ça ne va pas tenir la route. On venait de faire 2-3 mois, elle s'est dit, bon, ça va se casser la tête dans 2-3 mois. Et après, elle a suivi la page sans savoir que cette page-là, c'était... Parce qu'il y avait Tchadjaï et je pense qu'elle connaissait la zone. Ah, okay. Et la dame est revenue, elle voyait la page. Ensuite, elle m'a écrit en me disant, j'ai hâte de venir vous voir, etc. Je n'avais jamais fait le lien entre celle où on m'a dit à une dame qui est passée et celle qui me mettait les commentaires ou les inbox. La dame vient au Sénégal et elle me dit, oui, je suis au Sénégal, j'aimerais venir visiter. Mais elle est venue visiter. Elle avait les larmes. Elle disait, mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça ici. Parce que je te jure, nos laitues, elles crament. Je ne te dis pas le nombre de planches qu'on est obligé d'arracher parce que nous sommes les pauvres, il fait chaud. Et je big up à tous ceux qui passent travailler, les stagiaires, les ouvriers qui sont là, les techniciens, parce que c'est un travail qui est harassant. Il fait extrêmement chaud. Ce n'est pas comme faire le maraîchage à Toubab Dialaw d'où je viens. Donc, c'est où il y a un microclimat, où il y a, voilà. Oui, et donc, cette dame-là, en partant de la ferme, elle m'a remis une enveloppe où il y avait 1 million de cents. Avec ça, justement, que j'ai fait construire le puits que j'ai mis à disposition de la communauté parce qu'entre guillemets aussi, il n'y a pas d'eau dans cette zone-là. Il n'y a pas d'eau, oui, tout à fait. C'est l'espace que j'ai mis pour la communauté, pour le projet social, pour tout. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire un puits parce que j'avais un mini forage de 17 mètres là-dedans. Ça ne suffisait pas. Et il y a une autre aussi qui m'a dit, écoute, elle veut être anonyme. C'est une Américaine qui m'a dit, elle est fonctionnaire internationale, hein. C'est une folle comme nous toutes. Donc, qui est passionnée. Elle était venue pour des raisons professionnelles visiter le champ des États-Unis. Et son institution l'avait envoyée pour prendre des photos. Et donc, elle m'a dit, tu sais, moi, j'ai une passion. Parce qu'en m'écoutant, elle m'a dit, moi, j'ai une passion, c'est de faire des coussins. Je vais peut-être en faire un business. Et avec le Covid, elle m'a écrit pour me dire, je vais faire des masques. Elle aime coudre, elle aime ces choses à ses heures perdues. Et cette dame-là, elle vendait ses masques dans les marchés fermiers aux États-Unis. Et 10% de ses recettes, elle me les envoyait. C'est pas grand-chose, c'est $38. Mais c'est le geste. Mais c'est le geste et c'est des trucs. Voilà.
Et sans compter maintenant ceux qui t'envoient des semences, ceux qui viennent te voir, les mots qu'on te donne, ceux qui te disent, j'étais aux Nations Unies en Afrique centrale, c'est un poste local, mais qui te dit, à suivre ta page, j'ai décroché, j'ai acheté une ferme, moi aussi je me suis lancée. Waouh, c'est génial. C'est te dire la place du digital dans ce qu'on fait. Oui. Donc, je pense que c'est extraordinaire. J'ai des amis qui sont à Paris. Il y en a une qui m'a appelé l'autre jour, elle allaitait parce qu'elle a vu des semences dans les rayons, parce que c'est la période là-bas. Acheter une tonne de semences qu'elle a envoyée par la poste. Et tout ça, c'est le digital. Hein? Donc, si c'est ça le digital, je suis championne. Et sans le digital, je pense que je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je n'aurais pas appliqué Ashimins Business que je ne connaissais pas. Donc, je suis dans plein de groupes donc, de producteurs, de transformateurs, que ce soit d'ici, des États-Unis, du Kenya. Beaucoup de groupes de fermiers du Kenya qui te suivent à distance, qui te conseillent. Et voilà, WhatsApp, où voilà, les commandes, les discussions. Mon petit groupe de sorcières, c'est dans WhatsApp qu'on gère notre secte. Donc, voilà, c'est des recettes qu'on échange. C'est des plantes que je fais pousser, que les gens ne savent pas ce que c'est. Il faut expliquer. Et c'est aussi un peu ce que je fais sur la page qui fait que les gens ne comprennent pas souvent qu'on vend. Même au début, les gens ont mis du temps à comprendre qu'on vendait. C'est aussi une façon de sensibiliser sur ce qui est comestible, ce qui n'est pas comestible, etc. Donc, vive le digital, franchement. Et non, merci à Facebook. Non, mais on va continuer parce que ce que tu disais aujourd'hui, vraiment, c'est ça vraiment, je pense, la magie, c'est de trouver un outil et de se l'approprier. Vraiment, c'est ça, en fait. Moi, aujourd'hui, je dis toujours aux gens, arrêtez, en fait, de penser que le blogueur X, là, qui fait des photos, je ne sais pas quoi, machin, etc., il faut absolument que vous fassiez ça pour avoir de l'engagement. Ce que tu fais aujourd'hui, voilà, tu as de l'engagement, et cet engagement-là qui est très fort. C'est aujourd'hui la vraie richesse, en fait, du digital. Plus personne ne cherche des likes, plus personne ne cherche, voilà, des trucs, mais les gens cherchent, en fait, de vraies relations, en fait, voilà, qui vont continuer au-delà, en fait, du digital. Donc, il faut vraiment continuer comme ça. Et encore une fois, le blogueur ou la blogueuse, là, qui fait maintenant de super photos, vous ne savez pas combien de photos pourries elle a fait avant d'arriver à moi, j'en fais plutôt de pourries. Donc, ils vendent du rêve. Voilà, c'est le jeu, en fait. C'est un peu le jeu. Ils vendent du rêve, c'est normal. Mais il ne faut pas, en fait, avoir il ne faut pas avoir d'autocensure ni de complexe par rapport à ce qu'on sait faire. L'essentiel, c'est de s'améliorer en continu. Exactement. Et voilà, c'est pour ça aussi que moi, je suis vraiment contente de pouvoir continuer, en fait, ce programme-là, à essayer de le rendre disponible au maximum de personnes possibles. Et nous allons lancer les sessions de formation à partir de maintenant. Tu faisais office de lancement de l'édition 2021. Donc, je mettrai en fait en commentaire de ce live le lien pour vous pré-inscrire parce qu'on n'a pas encore planifié les sessions, mais nous aurons des sessions jusqu'à la fin de l'année. Donc, vraiment, profitez-en pour vous former, pour former vos équipes, pour former vos copines, vraiment. Faites-en en fait bon usage et de la manière la plus large possible. Donc, je vais te laisser dire ton mot de fin avant qu'on se quitte et on se quitte juste ici. Mais nous, oui, on est ensemble maintenant. En tout cas, je te remercie, toi, Nabou, en tant que personne, parce que je pense qu'on s'est croisés ou on a parlé à travers ton groupe YAI. Donc, avant même de mettre des visages au nom, et je vois tout le combat que tu mènes et je pense que c'est des combats qu'on partage. Donc, je ne suis pas étonnée que tu sois aujourd'hui à cette place-là à faire ce que tu fais. En tout cas, j'aimerais te dire merci. Dire merci à Facebook parce que, je le dis tout le temps, c'est un outil formidable où on peut prendre les meilleures choses. Donc, de demander à tout le monde d'en faire cet usage-là. Et de remercier toutes les personnes qui suivent ce live. Je ne sais pas combien ils sont, je ne sais pas. Voilà. Et d'encourager aussi toutes les personnes qui, comme moi, peut-être pas aussi folles, mais aller au devant de vos rêves. C'est-à-dire qu'il y a un moment de la vie où on fait des choix. Voilà. Le choix, il peut être financier, il peut être juste, je vais être heureuse. Et voilà comment je suis heureuse. Si je suis heureuse à aller faire X, Y, Z, que je ne me mette pas vraiment des barrières qui me retiennent. Allez, vivez votre vie et on n'a qu'une vie. Et puis, faites-en profiter le maximum. Tant qu'on peut tenir la main de quelqu'un, qu'on ne se gêne pas de le faire et surtout qu'on se donne les moyens de le faire. Donc, voilà un appel que je lance. Encore beaucoup plus de solidarité entre nous. En tout cas, moi, j'ouvre
la porte à toutes les femmes, surtout productrices, qui vont se lancer, parce que je sais ce que c'est, que ça fait maintenant 2 ans que je suis là-bas. Donc, soyons un peu plus solidaires. On a besoin de ça pour nous en sortir. Donc, si on est chacun dans son silo, on fait ce qu'on fait en se cachant, en se prenant pour des concurrents, c'est pas ça qui va nous faire avancer. On a besoin les unes des autres. Je vois, ça se fait dans de formidables groupes de Est africains. On peut faire la même chose ici. En tout cas, ce sera mon dernier mot. Et de dire merci à mon équipe, merci à mon époux qui est là, voilà, qui ne dort plus parce que moi, je l'ai embarqué dans des choses impossibles. Mes enfants aussi, et à mon équipe, à mon groupe de, voilà, ma secte. Donc, elles se reconnaîtront toutes. Et à leurs époux aussi qui sont passés aussi membres de la secte, je dis merci à tous, aux enfants et à toute l'équipe de ton équipe à toi et puis à l'équipe de chez Mills Business. Merci à tous. Mais écoute, c'est nous qui te remercions et vraiment, moi, j'adore ce mot de la fin, tenons-nous la main, vraiment, donnons-nous la main et soyons solidaires et encore plus, je pense, cette période très compliquée nous met à l'épreuve et nous avons besoin d'être encore plus solidaires les uns avec les autres. Donc, continuons à nous tenir la main et vraiment, je te remercie Thérèse, plein de bonnes choses pour... tous tes projets, pour tes engagements aussi. Je pense que l'appel a été entendu. On a beaucoup de commentaires, tu iras voir. Il y a des personnes qui se sont proposées, donc tu les contacteras pour voir ce que vous pouvez faire ensemble. Et moi, je te dis à très bientôt. Bientôt. Merci beaucoup. À la ferme. Bien sûr, bien sûr. J'arrive. J'ai déjà les bottes pour toi. Merci beaucoup. Exactement. Merci Thérèse. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à tout le monde. À très bientôt. À très bientôt.